Aujourd'hui, voyager en train est une formalité. Merci. Mais loin des records de vitesse, il existe une autre façon de s'évader sur les rails de France. À bord de vénérables machines à vapeur chargées d'histoire ou de trains régionaux plus contemporains, partons à la découverte de ces lignes exceptionnelles qui ont écrit la légende du chemin de fer de nos régions. Découvrir les merveilleux paysages de France en se laissant guider sur les rails de ses plus belles voies de chemin de fer. Admirer la baie de Somme depuis les banquettes d'une rame qui a transporté les premiers adeptes des bains de mer au siècle dernier. Frôler les immenses plages normandes à bord du train de la Côte Fleurie. Et là, voilà, après le paysage de campagne, on débouche sur la mer. Ou se laisser bercer par l'une des voitures-restaurants les plus mythiques de l'histoire ferroviaire, au cœur de la campagne axonaise. Nous embarquons pour un voyage exceptionnel de la Picardie à la Normandie. Entre découverte d'un patrimoine industriel émouvant, immersion dans les coulisses de villas hors du commun, tout ce que vous voyez, c'est d'époque, ça n'a pas bougé. Et plongée au cœur d'étonnants espaces naturels protégés. Une chance, il se pose. Avec toujours le même fil conducteur. C'est comme un Obélix et la potion magique. Moi, je suis tombé là-dedans quand j'étais tout petit et ça fait partie de moi, quoi. Le partage d'une passion pour ces fabuleuses machines qui ont sillonné et sillonnent encore ces régions que nous aimons tant. La baie de Somme, classée parmi les 50 plus belles baies au monde. Plus de 7000 hectares, une impression d'immensité, un formidable espace vierge qui accueille l'une des plus grandes colonies de phoques d'Europe. Et c'est à bord du petit train de la baie de Somme que nous allons découvrir ce paradis de la faune et de la flore sauvage. Un voyage original et authentique que nous ferons avec Pauline, la chef de train. Clément et Gilles, deux cheminots passionnés qui ont appris à dompter ce vénérable cheval de fer. Et enfin Maurice, le président de l'association qui a remis ce train sur les rails dans les années 70. Les gens qui prennent ce train aujourd'hui, ils viennent ici pour vivre une expérience, parce que c'est vraiment une expérience d'un train comme il n'en existe plus. C'est un voyage initiatique sur la fin du 19e siècle, sur la façon que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents maintenant, avaient de voyager. Cette ligne de 27 km relie le petit village du Crotoy, au nord de la baie, à celui de Saint-Valery, au sud. Elle accueille en réalité plusieurs trains historiques entièrement restaurés par les passionnés de l'association. Chacune de ces rames chargées d'histoire nous raconte une époque de la baie de Somme. Ce retour en arrière sur les pas de nos ancêtres, pour qui ces rails rimaient déjà avec détente ou repos, séduit chaque année plus de 180 000 visiteurs. C'est pas tous les jours qu'on peut voyager dans un train vapeur. Donc finalement, c'est un voyage dans le temps. Le fait d'être en contact avec des machines de l'autre siècle, celle-ci, elle est de 1906, c'est quand même énorme. À mi-parcours, dans la petite gare de Noyelles, le train parti du Crotoy rejoint celui qui arrive de Saint-Valery. Cette gare est un cul-de-sac pour les deux segments de la ligne qui s'y rejoignent. Pour repartir dans l'autre sens, il faut donc retourner chaque locomotive sur cette plaque tournante. Une opération devenue rarissime sur les lignes de chemin de fer françaises.
Les voyageurs peuvent aussi profiter de cette pause pour admirer le fantastique travail de restauration effectué sur ces rames, dont les plus belles, entièrement en bois, datent de 1920. Ces voitures-là sont vraiment l'image du chemin de fer de la baie de Somme, parce que c'est vraiment l'image des bains de mer. Quand on parle du réseau des bains de mer, quand on parle du patrimoine historique, de ce qu'on a voulu sauver, de cette ambiance qu'on a voulu sauver, c'est ces voitures-là qui sont les plus représentatives. Le prochain tronçon jusqu'à Saint-Valery, c'est à bord de la magnifique Corpelle Ouvet de Gilles et Clément que nous avons la chance de le parcourir. Un petit bijou de 1906 dont nos deux cheminots sont particulièrement fiers. Pour eux, conduire cette machine à vapeur, c'est comme un rêve de gosse. À l'image de Jean Gabin dans La Bête humaine, ils sentent le monstre vibrer, respirer ou geindre dans les courbes. En fait, on fait vivre cette machine. On l'alimente en vapeur, en eau, en charbon. Pour qu'elle fonctionne, c'est la vapeur. Donc c'est sa nourriture, c'est ce qui lui permet de se mouvoir. Et donc pour créer cette vapeur, il faut avoir un feu entretenu, il faut avoir un niveau d'eau correct et à une certaine pression, en l'occurrence 12 bars, 170 degrés environ. On peut être brûlé. La vapeur sous pression est dangereuse. Donc là, en l'occurrence, je vais descendre jusqu'à environ 11 bar 5. Et après, je vais regarder mon feu, je vais contrôler mon niveau d'eau. Après, on les connaît, elles ont plus de 100 ans. Donc, ce sont des vieilles mémères quand même. Tranquillement, la vieille dame de fer trace son chemin dans la baie à la vitesse de 25 km/h. Une allure idéale pour admirer les paysages exceptionnels des fameux prés-salés, ces landes gorgées de sel marin qui ont transformé les 72 km² de l'estuaire en un formidable jardin potager maritime. Ce potager, c'est le domaine de Rainette, pêcheuse à pied, et de Johan, un cuisinier qui adore surprendre ses clients avec les saveurs insoupçonnées de la baie. Bonjour, ça va Renette? Bonjour. Toujours à la recherche des produits frais. Ça va? Tu ramasses de beau aujourd'hui. Ah, il y a la multitude. Bonjour. Ouais. Eh bien, vois-tu, dans cette zone, on a la chance d'avoir des salicornes. Puis je vois que c'est les premières salicornes de début juin là. Elles sont encore bien tendres, magnifiques. Elles sont belles et bien charnues surtout. Ça donne envie. Eh ben écoute, fais-toi plaisir, goûte-en une crue. Franchement, il y a juste à servir et à manger directement sur place. Ça, c'est de la salicorne. Le haricot de mer, si vous préférez, c'est plus comme ça qu'il est connu. Il est surtout connu en condiment. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'il n'a plus du tout le même cachet. Honnêtement, c'est un produit top. Après la salicorne, Rainette ramasse 3 autres légumes de mer. L'astère maritime, que l'on peut manger comme des épinards, la soude maritime, surnommée pompon, qui se déguste en salade ou en soupe, et enfin l'obione, que l'on prépare souvent en chips. Nous sommes 140 licenciés en tant que ramasseurs de végétaux marins. Nous avons des concessions pour pouvoir faire perdurer le produit. Donc 140 personnes vivent des végétaux marins. Regarde un peu. Bah, c'est super Renette. Attention. Un bon bol d'air avant d'aller cuisiner. Allez, direction les fourneaux. Pendant ce temps, notre petit train de la baie de Somme a poursuivi sa progression vers Saint-Valery, notre terminus. Tandis que les voyageurs admirent tranquillement le paysage depuis leur wagon, Gilles et Clément continuent de s'activer pour maintenir la cadence. Sur une machine à vapeur, leur présence à tous les deux est indispensable. L'un ne pourrait rien faire sans l'autre. On voit à quelle vitesse va rouler le mécanicien. Et donc en fonction de la cadence qu'il va donner à sa machine, on va alimenter plus en eau, plus en charbon, etc.
mécano et moi, on entend certains bruits. En fonction des bruits, on communique ensemble. Rafale a une droite, je sais qu'il va décélérer. Quand il décélère, moi j'ai été obligé d'injecter de l'eau parce que la pression va remonter, etc. Tout ça, c'est des points de repère. Quand il siffle, ça, ce sont des points de repère également. L'association du Petit Train de la Baie de Somme regroupe une centaine de bénévoles et emploie une vingtaine de salariés. Sans eux, cette ligne de chemin de fer n'aurait pas survécu à sa fermeture en 1969, victime de la concurrence de la voiture. Grâce à leur mobilisation, cette interruption n'aura finalement duré que 2 ans. Dès 1971, les touristes faisaient leur retour sur les rails de la baie. On est passionné par ce train parce que d'abord il a une histoire singulière, hein, c'est un train départemental, il n'y en a plus depuis la fin des années 60 en France. Il est en baie de Somme et en plus ce train il a une caractéristique, c'est qu'on ne s'est pas contenté de sauver des locomotives et des wagons, on a aussi sauvé des gares, une voie ferrée et un environnement qui sont tout à fait exceptionnels. Donc on a vraiment sauvé un patrimoine ferroviaire au sens large. Juste avant d'arriver à Saint-Valery, le dépôt de l'association mérite lui aussi une petite visite. Maurice lui-même, ou l'un des bénévoles, adore raconter les 1001 anecdotes, parfois improbables, de leurs protégés de fer et d'acier. Cette locomotive 130 cailles, par exemple, est l'une des pièces maîtresses de leur collection. Construite en 1889 pour percer le canal de Panama, elle a poursuivi sa carrière à Porto Rico, avant d'être rachetée par Henry Ford, le célèbre constructeur automobile. Mais la préférée de Maurice, c'est celle-ci, une 20, comme on dit dans le métier. C'est la plus jeune machine de notre collection. C'est aussi la mascotte du réseau, puisque le réseau a démarré grâce à cette locomotive, qui est une locomotive assez rustique, assez facile à entretenir et à conduire. Tous les bénévoles qui ont plus de 40 ans ont appris à conduire sur cette locomotive. Donc ça, c'est une machine construite en 1927 pour des gros travaux, notamment sur les voies ferrées. C'est une locomotive qui a participé aux travaux de creusement du canal du Nord dans les années 30. Voyager à bord du Petit Train de la Baie de Somme, c'est donc avant tout la promesse de belles émotions partagées. Le bruit ambiant et la rudesse des banquettes en bois, jadis synonymes d'inconfort, participent désormais du charme désuet de cette excursion hors du temps qui nous permet de revivre le train autrement. Ici, c'est vraiment un train de plaisir. On est dans le concept du voyage en train. Voilà, le train, c'est fait pour échanger, pour partager. Et puis voilà, on échange un petit coucou. On se dit au revoir, hein, les adieux sur les quais. C'est une image cinématographique. C'est à Saint-Valery que notre traversée de la baie se termine. Un charmant petit village médiéval où les marins de toute la côte venaient autrefois se réfugier lorsque les tempêtes de vent d'ouest se déchaînaient. Situé sur un promontoire naturel qui domine l'estuaire, le village a longtemps été considéré comme un lieu stratégique, d'où les nombreuses fortifications, encore visibles aujourd'hui, parmi lesquelles les remparts et les tours de défense qui protégeaient le site. Joyau de la côte picarde, le village regorge de petits trésors architecturaux, avec ses ruelles pavées et ses façades ancestrales dont Hervé connaît l'histoire sur le bout des doigts. On est dans le quartier des pêcheurs, donc on l'appelle le Courgain, parce que la signification du mot court veut dire petit et gain salaire. C'était des gens qui ne gagnaient pas beaucoup d'argent. Donc petit salaire, petit revenu et petite maison.
On avait des familles, les parents, 4 enfants et les grands-parents qui les accompagnaient. Oui, on pouvait monter à 8 voire 10 personnes. Et il n'y avait qu'une pièce unique. Ce quartier pittoresque fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la ville basse. Niché sur les flancs d'une ancienne falaise, il permettait de s'abriter des vents dominants, ainsi que de la montée des eaux lors des grandes marées. Certaines de ces maisons de pêcheurs datent du 19e siècle. Saint-Valery a en effet la chance d'avoir été miraculeusement épargnée par la Première Guerre mondiale, qui a pourtant largement dévasté le département de la Somme. On voit bien la tradition maritime qui est respectée. Dans les éléments de décoration, on voit les bouées, les galets, les broderies sur les rideaux. Il y a une âme, on va dire, dans le quartier. C'est les rues qui sont parfaitement entretenues, fleuries, les belles petites maisons colorées. Témoignage de la marine d'ailleurs, parce que les marins repeignaient toujours la ligne de flottaison de leur bateau. Et tous les 2 ans, le surplus de peinture, ils le remettaient sur les portes, les fenêtres et les volets. Donc les couleurs vives sur les façades de maisons. Comme le petit train de la baie de Somme qui permet d'y accéder, les rues de Saint-Valery sont elles aussi l'occasion d'un voyage dans le temps. Un temps qui semble s'être figé à l'époque où les enfants de pêcheurs riaient et criaient encore en jouant dans ces ruelles. Cette maison toute fleurie avec ses volets rouges, c'était l'ancien café des pêcheurs. C'est là où ils venaient prendre un petit coup de bistouille avant de partir pour se réchauffer. C'était des ruelles dans les années 1900 qui étaient très peuplées, avec les enfants, les parents, les grands-parents, enfin tout le monde. Il y avait une vie en fait dans ce quartier. Et maintenant, elles sont un petit peu plus endormies, on va dire, parce qu'on n'a plus trop de familles de pêcheurs maintenant à Saint-Valery. Il n'y en a plus que 2 ou 3, alors que dans les années 1950, on en comptait encore 50. C'est ici que s'achève notre voyage en baie de Somme. Mais en quittant Saint-Valery, c'est vers l'ouest que les amoureux du rail se dirigeront pour la suite de ce voyage à bord des plus beaux trains de France. Depuis maintenant 2 siècles, la Normandie et ses magnifiques plages de sable fin n'ont cessé de faire elles aussi le bonheur des vacanciers. Le phénomène a commencé au milieu du 19e siècle. La côte normande devient alors une destination de luxe où se développent des stations balnéaires comme Deauville, Houlgat ou Cabourg. Les milliers de pommiers qui fleurissent ici chaque printemps offrent un spectacle de toute beauté aux citadins de passage, qui surnomment bientôt cette partie du littoral la Côte Fleurie. Un surnom dont a hérité le train régional qui relie aujourd'hui ces stations balnéaires. Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est votre conducteur qui vous parle. Je vous souhaite la bienvenue à bord du train numéro 852 567 à destination de Nice-Cabourg. Et c'est en compagnie de Guylaine, qui nous a donné rendez-vous en gare de Deauville, que nous allons maintenant la découvrir. Ce qui est intéressant sur cette ligne, c'est que vous voyagez à travers le paysage, mais vous voyagez aussi à travers l'architecture, puisque à partir de 1880, donc date de création de cette ligne en fait, on est en plein cœur de la Belle Époque, et c'est vraiment au niveau architectural un foisonnement de styles qui est proposé aux villégiateurs et aux propriétaires des villas. Donc la caractéristique de ce style, c'est le mélange. C'est-à-dire qu'on va emprunter à différentes périodes de l'histoire des styles architecturaux qu'on va composer et qu'on va mélanger sur les villas. À l'époque, chaque propriétaire rivalise d'inventivité pour surpasser ses voisins. On allait voir les chalets pittoresques, on allait voir ces villas qui étaient décorées dans des styles très fantaisistes. Alors jusqu'au toit, puisqu'on avait ces épis de fêtage qui ornaient les toits. Et on peut aussi découvrir les différents matériaux qui étaient utilisés, comme la brique ou aussi le pan de bois, parce que c'est l'époque où on retourne au régionalisme et où on va utiliser le colombage, c'est-à-dire on va retourner vraiment à l'identité architecturale de la région. La quintessence de cette architecture si caractéristique de la Côte Fleurie se trouve à Deauville, et plus précisément à la villa strasburgère. Elle fut construite par la famille Rothschild en 1912 sur l'emplacement d'une ferme qui appartenait à Gustave Flaubert.
Sa visite permet de replonger dans cette époque faste de l'entre-deux-guerres. Le charme de cette demeure incomparable a complètement envoûté notre guide Annie-Claude. Eh bien voilà, je vous présente le dernier propriétaire de la maison, Ralph Beaver Strasburger. Ralph Strasburger est un homme d'affaires américain qui a fait fortune dans la presse. Lorsqu'il rachète cette maison au Rothschild en 1924, il partage sa vie entre la France et les États-Unis. La famille Strasburger occupera la villa jusqu'à la mort de Ralph en 1959. Depuis cette date, le décor est resté le même. Là, vous êtes dans le bureau de Ralph Beaver Strasburger. Donc là, tout ce que vous voyez, c'est d'époque, ça n'a pas bougé depuis le départ de la famille, que ce soit les vieux téléphones, la centrale téléphonique. Cet appareil qui est quand même assez curieux, qui servait à maintenir les chapeaux de monsieur en forme. Ralph Strasburger n'a pas choisi Deauville par hasard. Grand amateur de course hippique et lui-même éleveur de chevaux, il ne raterait la saison des courses pour rien au monde. À l'époque, elle se déroule tous les ans au mois d'août. Voilà les salons. Vous allez retrouver bien sûr beaucoup de tableaux de chevaux, puisque ça c'était la grande passion de monsieur. Strasburger entend faire de cette demeure l'une des villas les plus prestigieuses et les plus prisées de Deauville. Lorsqu'il y séjourne, pas moins de 36 personnes y travaillent quotidiennement pour organiser les soirées mondaines auxquelles se pressent toutes les célébrités qui passent elles aussi l'été sur la côte. Il y avait des orchestres ici qui animaient les soirées. Qui auraient pu s'asseoir ici, peut-être les personnalités de la finance, des personnalités américaines, des personnalités politiques, telles que les Maharajas des Indes, par exemple, qui venaient aux courses à Deauville dans les années 30, le vieil Aga Khan et la Begum. Rita Hayworth et Ali Khan sont très souvent venus ici, et d'ailleurs Ali Khan aimait beaucoup venir voir monsieur pour parler cheval. La villa est un concentré du raffinement de l'époque. Ces 4 étages n'abritent pas moins de 13 chambres et 7 salles de bain. Donc là, vous êtes dans la chambre de Ralph Beaver Strasburger. Au total, 1365 mètres carrés d'un luxe digne des plus grands palaces parisiens. Et quelques objets surprenants, comme ce sauna individuel réservé aux maîtres des lieux. On remplissait ces petits tiroirs d'eau, on branchait le tout et on attendait que ça chauffe. On avait la tête ici, on avait les mains ici et on attendait, pour fondre. Comme la plupart des manoirs et autres demeures de charme de la Côte Fleurie, la villa Strasburger n'aurait peut-être pas existé sans le formidable essor du chemin de fer au XIXe siècle. Tout commence en 1863, lorsqu'une première ligne de chemin de fer relie Paris à Deauville. La ville devient ainsi la station balnéaire la plus proche de la capitale, ce qui profite naturellement à toute la Côte Fleurie. Les villégiaturistes, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, quand ils voulaient venir dans la station balnéaire de Beuzeville-Houlgate, ils s'arrêtaient à la gare de Deauville. Par la suite, il fallait prendre un omnibus et avoir plus de 2 heures de trajet sur une route à peine carrossable. Autrement dit, se rendre ensuite à Houlgate ou Cabourg relevait de l'expédition. L'idée de prolonger la ligne entre Deauville et Cabourg s'impose donc très vite. Mais sa concrétisation se heurtera à de nombreux obstacles pendant plus de 20 ans. Le train passe par la campagne et ne longe pas le bord de mer parce qu'il ne fallait pas dévaloriser les terrains que les promoteurs allaient vendre. Et puis ceux qui avaient déjà leur villa, en tant que propriétaires, ne voulaient pas avoir leur vue sur mer défigurée. Donc il y a eu aussi des pétitions à ce moment-là pour justement faire en sorte que cette ligne soit déviée et qu'elle passe à l'intérieur des terres.
c'est pour ça que ce train fait un grand détour et qu'on s'éloigne considérablement de la côte. L'essentiel du tracé actuel de la ligne qui relie Deauville à Houlgate se trouve ainsi à plus de 2 km de la mer. Les voyageurs peuvent donc profiter des paysages verdoyants si caractéristiques du pays d'Auge. Un peu plus loin, une petite halte en gare de Villers-sur-Mer permet de rejoindre la plage où l'on peut admirer l'un des obstacles qu'il a fallu contourner pour construire la ligne et que Marine connaît bien. En fait, l'histoire veut qu'autrefois, lorsque les pêcheurs étaient en mer, à bord de leur bateau, ils avaient l'impression, en voyant ces gros rochers, de voir des troupeaux de vaches noires paissant sur le sable au pied des falaises. On voit encore quelques-unes de ces vaches noires tout autour de nous, sauf qu'il faut beaucoup d'imagination pour y voir des vaches à la place de ces rochers. Hautes d'une centaine de mètres, les falaises noires s'étendent sur près de 5 km entre Villers-sur-Mer et Houlgate. Ces formations géologiques datent de la période du Jurassique et du Crétacé. Elles ont donc plus d'une centaine de millions d'années. Et depuis 2 siècles, les vacanciers qui viennent se délasser ici ont pris l'habitude d'y chercher des fossiles d'animaux marins. Les falaises noires ont d'ailleurs contribué à la naissance de la paléontologie en France après la découverte au XVIIIe siècle de restes de dinosaures et de reptiles marins. Les fossiles, il y en a partout ici. On en a certains qui sont encore pris dans des plaques de pierre, donc on les devine. On a des huîtres, on va retrouver des moules, on va retrouver des oursins. Donc ça, c'est un petit fossile d'ammonite qui provient aussi des falaises des Vaches Noires. Un petit peu plus rare et c'est ce que les gens aiment bien venir chercher ici. C'est des fossiles assez intéressants par leur forme un petit peu d'escargot, même si ça ne fait pas forcément partie de la même famille. Donc on en trouve de toutes les formes. On peut en trouver des plus petites aussi. Les falaises des Vaches Noires forment un paysage étrange, presque lunaire. Les pics, les arêtes vives et les cheminées de fées sont entaillées par de profonds ravins, séparés par des coulées de boue d'argile. Un paysage unique en France, mais dans lequel mieux vaut ne pas s'aventurer seul. Dans ces ravins, on a des coulées de boue dans lesquelles il est très facile de rester coincé. En apparence, comme ça a l'air sec, ça a l'air solide, sauf que si on met les pieds dedans, on peut rester coincé, ça fait comme un effet un petit peu de sable mouvant. On a pour habitude de dire qu'après les fossiles qu'on retrouve en grande quantité ici, la deuxième chose, ce sont des bottes qu'on retrouve aussi en grande quantité aux falaises des Vaches Noires. Avec un peu de chance et un minimum de précaution, les amateurs de petits fossiles remonteront dans le train les poches pleines de souvenirs. Car notre voyage n'est pas fini. Après Villers-sur-Mer, le tracé se poursuit au milieu de la campagne normande pour arriver à Houlgate, notre dernière halte, avant un changement de décor radical. Quelques centaines de mètres plus loin, la ligne se rapproche en effet de la plage pour dévoiler une vue imprenable sur la mer. Nous traversons la ville et nous allons déboucher après la villa Le Carillon, vous pouvez voir ici, qui est magnifique, dans le style néo-gothique notamment. Et là, voilà, après le paysage de campagne, on débouche sur la mer. Le train roule sur la plage, c'est cette impression que l'on a ici. C'est vraiment déjà un voyage en soi que de prendre ce train. C'est vraiment le début des vacances. C'est la récompense ultime avec la vue sur Cabourg. Aristocrates, hommes d'affaires ou grands bourgeois parisiens, mais aussi peintres et écrivains renommés qui ont fait la légende du tourisme normand, tous ont un jour voulu emprunter le train de la Côte Fleurie pour vivre ce moment-là, assis sur leur banquette, les yeux émerveillés par ce qu'ils découvraient.
Les peintres connus qui sont venus sur la côte, il y en a énormément. Des peintres comme Edgar Degas sont venus, Berthe Morisot, Gustave Caillebotte, qui venait aussi bien à Trouville qu'à Beuzval-Oulgat. De nombreux écrivains aussi ont emprunté le train, Georges Sand notamment, qui aimait s'installer au Grand Hôtel de Cabourg, et aussi Marcel Proust, qui est venu lorsqu'il était adolescent avec sa grand-mère au Grand Hôtel d'Oulgat et qui reviendra pendant 7 ans à partir de 1907 au Grand Hôtel de Cabourg. 7 ans passés à admirer l'écume des vagues depuis sa chambre du Grand Hôtel, dans laquelle il écrit une partie de son œuvre majeure, À la recherche du temps perdu. Une ode à la nostalgie, dans laquelle l'écrivain rend un hommage amusé au petit train de la Côte Fleurie. J'allais prendre le petit train de chemin de fer d'intérêt local dont j'avais appris par Albertine et ses amis tous les surnoms. On l'appelait tantôt le tortillard à cause de ses innombrables détours, le taco parce qu'il n'avançait pas, le transatlantique à cause d'une effroyable sirène qu'il possédait pour que se garassent les passants. La gare de Dives-Cabourg est le terminus de la ligne. C'est donc ici que nous quittons le train de la Côte Fleurie pour un autre chemin de fer remarquable du nord de la France. C'est dans le département de l'Aisne, au nord de Paris, que nous attend cette nouvelle pépite. Son nom, le petit train du Vermandois. Il relie la ville de Saint-Quentin, célèbre pour son architecture art déco, à Origny-Sainte-Benoîte, 23 km plus à l'est. Cette fois, c'est à bord d'une magnifique voiture-restaurant de 1928 que nous ferons le voyage. Le charme et le luxe d'autrefois pour une promenade inoubliable. D'habitude, c'est cette somptueuse loco à vapeur de 1917 qui tracte le convoi. Mais avec le poids des ans, la vieille dame tombe parfois en panne, comme aujourd'hui. Dans ce cas, Antoine, le conducteur de l'association, doit s'en remettre à une toute jeune fille d'à peine un demi-siècle. Contrôle des niveaux de liquide de refroidissement, haute température avant les ventilateurs. Cette impressionnante machine est une BB 66000 à moteur diesel. C'est bon. Le V16 en version classique, on va dire, tourne à 1400 chevaux. Turbo, bien sûr. Ça, c'est le V16, voilà. Ce moteur surpuissant est le témoin d'une époque révolue, les 30 Glorieuses, au cours desquelles brûler du gasoil en quantité phénoménale n'était pas un problème. C'est par là qu'on jauge. 3000 au maxi. 900 litres il reste. Ça va. Un jour comme aujourd'hui, on va consommer 150 litres à peu près. Soit environ 3 litres au kilomètre. Une consommation qui ferait hurler plus d'un écologiste au XXIe siècle. Allez, on est parti. Mais pour Antoine et ses collègues de l'association, c'est une pièce rare de notre patrimoine ferroviaire qu'il est vital de continuer à entretenir et faire rouler. Là, on va chauffer pendant 5-10 minutes à peu près, le temps de remplir les circuits d'air et ainsi de suite, et puis après on va pouvoir y aller. Aujourd'hui en voie de disparition, cette locomotive était autrefois l'une des plus utilisées pour le transport de passagers sur le réseau français. Elle pouvait atteindre 120 km/h. On klaxonne pour prévenir qu'on est prêt et qu'on va commencer à bouger. Comme on est là sur une manœuvre où c'est moi qui décide de quand je démarre et quand je vais m'arrêter surtout, il m'a donné un ordre et que je suis en tête du mouvement, je le préviens qu'on va démarrer. Celui qu'Antoine prévient avec son klaxon, c'est son collègue qui assure la sécurité de l'opération qui va suivre. Ce matin, le train a été loué pour un mariage. Il faut donc installer la plus belle voiture de la collection. C'est une transmission vivante. L'idée, c'est de proposer aux gens une reconstitution de ce qu'était le chemin de fer avant, du temps de la 3e classe, du temps des locomotives à vapeur, et ce qu'était le chemin de fer qui a fait revivre la France après la Seconde Guerre mondiale.
Alors voilà, donc là on vient de rentrer dans une des deux salles de la voiture restaurant, la WR 3585, le joyau de notre collection. Alors la restauration de cette voiture, c'est 8000 heures de travail sur plus d'1 an. Fabriquée en 1928, cette voiture fait partie d'une petite série construite pour des trains de luxe mythiques comme l'Orient Express. Équipée d'une cuisine embarquée, d'un bar et de 42 places assises, elle a notamment circulé en France puis en Italie, comme le montrent ses publicités d'époque. Mais la cabine recèle bien d'autres trésors que les membres de l'association ont réussi à remettre dans leur état d'origine. Les lacs de Chine d'origine, à leur place, qui avaient été préservés pendant 70 ans. C'était exceptionnel et c'est sans doute la seule au monde qui bénéficie de ces lacs de Chine à leur emplacement d'origine. Autre chose également, comme c'est une voiture de 1928, on était en plein art déco, on observe les motifs floraux sur les patères, les formes de corolle, les formes de cornes d'abondance, on est complètement dans l'art déco, ce qui tombe bien pour Saint-Quentin qui développe son patrimoine art déco. Saint-Quentin, le point de départ de notre voyage à bord de cette rame de rêve. À la fin de la Première Guerre mondiale, la ville est détruite à près de 80%. Durant les années 20, la cité se reconstruit avec la volonté d'oublier la grande boucherie de 14-18. L'heure est à l'euphorie et cette effervescence positive se retrouve dans un nouveau mouvement architectural où chacun peut faire ce qui lui plaît. L'art déco vient de naître. Cette histoire, Marjorie la connaît bien, puisque sa famille habite Saint-Quentin depuis de nombreuses générations. Selon elle, le buffet de la gare est incontestablement l'un des lieux les plus emblématiques de cette période. Lorsque je fais des visites guidées et que je présente des choses art déco, oui, je ne peux pas m'empêcher de penser à mes ancêtres qui sont revenus après la guerre, avec 20% uniquement de leur ville, où là on se dit bon, maintenant il faut retrousser les manches, il faut reconstruire, il faut continuer à vivre. Ça correspond aux années folles en général. Hein. La population est à la fois dévastée et en même temps en vit vraiment, c'est tout à fait humain d'un renouveau. Mosaïques colorées, verrières décorées et formes géométriques innovantes, le buffet de la gare, lieu de passage par définition, devient alors un lieu d'invitation au rêve et au voyage. C'était effectivement le buffet de la gare, on venait manger un petit repas, mais voilà, je pense que les gens appréciaient quand même de venir entre deux trains, prendre une pause déjeuner dans un lieu pareil. À quelques mètres du buffet, notre petit train du Vermandois vient de s'arrêter en gare de Saint-Quentin. Les mariés et leurs invités, qui ont réservé la voiture restaurant, sont impatients de monter à bord. S'ils ont choisi de célébrer leur mariage dans un lieu aussi original, c'est qu'il y a forcément des passionnés comme Antoine parmi les convives. Celle-là, elle est de 1962. Enfin, c'est une jeunette. Oui, parce que je crois qu'il y a une loco qui n'était pas là, non, c'était une vapeur. On a une locomotive à vapeur de 1917. Ouais. C'est pas le même âge. Ouais. C'est pas la même techno non plus. Ces moments de partage avec le public sont la plus belle récompense des bénévoles de l'association du Petit Train du Vermandois. Le gros plaisir, il est dans la maintenance du matériel, il est aussi dans le fait de voir des gens surpris, des enfants ébahis devant une locomotive. Alors bon, les diesels, ça a moins d'effet, mais une locomotive à vapeur a énormément d'effet. Les personnes déjà d'un certain âge viennent dire ah je me souviens quand j'étais jeune, c'est ce genre de train que je prenais. Quand les gens découvrent aussi les sièges de 3e classe et l'enquête en bois dans les voitures Est, toutes ces choses-là font que ça déclenche quelque chose. Voilà. Il est là le marié. Le marié. C'est départ, on y va. Attention à vous, vous surveillez bien de votre côté. Hein. Faut surveiller qu'il n'y ait personne qui descende du train. Là, on est parti pour 22 km 200. Et en gros, on va mettre un peu plus d'1 heure pour aller là-bas, tranquillement, sans forcer. Mais avant de quitter Saint-Quentin avec Antoine et le train du Vermandois, un petit détour par un magnifique écrin de verdure tout proche s'impose.
À quelques dizaines de mètres de la gare seulement, au beau milieu de la ville, voici l'étonnant marais de l'île. Et c'est à bord d'une embarcation traditionnelle que nous allons le découvrir en compagnie de Christophe et Bruno. C'est une sarcelle, là. Sarcelle d'hiver. Un mâle, donc forcément, tu auras la femelle qui sera dans un coin. Là, on est au milieu de la réserve naturelle. Cet endroit-là, on l'appelle l'étang aux oiseaux. C'est vraiment l'endroit le plus tranquille du marais d'Île. Autour, il y a des roselières, des bosquets de saules, la forêt d'aulne en retrait, et puis l'étang qui est connecté par des chenaux au reste du marais. Cette réserve naturelle de 47 hectares en milieu humide abrite de nombreuses espèces végétales et animales. Ici, c'est le roseau phragmite qu'on a principalement. C'est typique du secteur. Ces îlots flottants constitués de roseaux sont autant de refuges providentiels pour les oiseaux migrateurs qui reviennent d'Afrique au printemps et en été. C'est très dense. Alors il y a une grande facilité à pouvoir y construire son nid, à gripper dans les roseaux, et puis à s'y dissimuler. Donc les oiseaux là-dedans, en fait, ils sont assez peu gênés par les prédateurs volants. Là, ils vont pouvoir se dissimuler facilement. Vous voyez là. Alors, le grèbe castagneux, c'est un petit oiseau pêcheur. Le nid est là, un nid flottant pour que ça suive les variations de niveau d'eau. S'il y a une crue, le nid va flotter, va remonter naturellement. Les roseaux, c'est riche en insectes. Et on a des araignées, beaucoup d'araignées. Les plantes sont riches en sève, il y a beaucoup de pucerons. Et en fait, on a beaucoup d'espèces de petits oiseaux, les petits oiseaux insectivores. Avec un peu de patience, il n'est pas rare d'apercevoir certains de ces oiseaux migrateurs, comme ce héron cendré. La chance, il se pose. Ouais, génial. Sur le marais d'Île, il y a une colonie de hérons qui est présente. Il y a quelques dizaines de couples. Et chaque année, ils reviennent s'installer dès début février. On les compte en les écoutant. Il faut une bonne oreille, c'est pas donné à tout le monde. On essaie d'évaluer le nombre de couples d'une année à l'autre. S'il y a un nouvel arrivant, une nouvelle espèce, on est content. S'il y en a qui ne sont plus là, c'est un peu moins encourageant. Ils nous servent un peu de témoins de la qualité du site, l'état du site, la santé du site. La flore est elle aussi surveillée de près, comme cette fleur emblématique du marais, la grande douve, qui se faisait de plus en plus rare. Sa préservation a nécessité d'importants aménagements sur la parcelle. Alors la grande douve, elle est là. C'est une plante de la famille des boutons d'or, les renoncules. Alors, au contraire de nos boutons d'or qui rasent le sol, ici ça a réussi à monter à 70-80 cm de haut. C'était une ambiance complètement forestière, la forêt s'était installée. La plante survivait dans quelques taches de lumière. On a repoussé la forêt. Et puis ensuite, on a rabaissé le niveau du sol. Et ça lui a été très très favorable. Là, on a plusieurs milliers de pieds qui se déploient. Avant, ces zones humides étaient entretenues par les grands mammifères comme les rennes, les cerfs ou les castors. Aujourd'hui, si l'homme ne prenait pas le relais, certaines espèces de la faune et de la flore disparaîtraient. À quelques kilomètres de là, le train des mariés vient de passer la gare d'Itancourt et roule paisiblement vers Origny. À bord, les invités sont ravis. On n'a pas connu l'époque, nous, personnellement, où le voyage se faisait comme ça, mais oui, c'est du charme, énormément de charme. Là, on prend le temps de regarder. Et les gens nous font bonjour. Dans la locomotive, l'ambiance est nettement plus sérieuse. Il faut rester concentré pour surveiller la voie et surtout les passages à niveau. Le risque d'une collision, c'est la hantise des conducteurs comme Antoine.
Un train comme le nôtre aujourd'hui, on est à 230 tonnes à peu près, en ordre de marche, entre la locomotive qui fait 70 tonnes et la rame qui est derrière qui fait 160 tonnes. L'énergie d'un train, même quand il va pas vite, elle est très forte. Et si jamais on vient à rentrer dans une voiture, cette énergie, elle va passer dans la voiture et elle va défoncer la voiture. Heureusement, Antoine a de l'expérience. Cette ligne, il la connaît depuis près de 40 ans. Autant dire qu'elle n'a plus aucun secret pour lui. Et chaque fois qu'il utilise le klaxon, ses souvenirs reviennent. Ça me rappelle des trucs de gosse parce que moi, quand j'étais petit, je voyais mon père conduire des trains sur Saint-Quentin-Aurélie. 3 ans, t'imagines comment ça peut marquer les gens, c'est comme à Obélix et la potion magique. Moi, je suis tombé là-dedans quand j'étais tout petit et ça fait partie de moi, quoi. Cette passion pour les vieux trains est très contagieuse. Partout dans le monde, des bénévoles se démènent pour sauvegarder leur patrimoine ferroviaire. Rhys est l'un d'entre eux. Ce Gallois vient régulièrement en France pour aider ses copains du petit train du Vermandois. Le premier chemin de fer qui a été conservé était en Pays de Galles. Et ça fait maintenant 68 ans. C'est important pour faire conserver le Mona Lisa et les travaux de Rodin, mais ce sont aussi des choses qu'on doit conserver. Ces voitures-là, ce sont des témoins de l'histoire. On a encore assez peu, je trouve en France, la culture du témoignage du début de l'ère industrielle. Parce que la locomotive à vapeur, c'est quoi? C'est la révolution industrielle, c'est l'utilisation de la vapeur, la mécanisation des métiers. Et donc on parle aussi de témoigner de tout ça. Dans quelques minutes, notre train arrivera à Origny-Sainte-Benoîte, sans terminus. L'occasion de pousser une dizaine de kilomètres plus à l'est pour y admirer une autre trace exceptionnelle de ce passage de la région à l'ère industrielle. Au XIXe siècle, ces gigantesques quadrilatères de briques rouges ont valu à la petite ville de Guise de devenir célèbre dans toute l'Europe. Ces bâtiments forment ce qu'on appelle le Familistère, une utopie sociale que l'on doit à l'industriel Jean-Baptiste Godin. En 1869, le succès mondial de ses poêles à charbon lui permet de financer ce nouveau quartier ultramoderne, exclusivement réservé aux employés de son usine, qu'ils soient patrons, ingénieurs ou simples ouvriers. C'est un lieu de mixité sociale basé sur les principes de solidarité et de fraternité. La contrepartie, c'est qu'il faut apprendre à habiter ensemble. Et évidemment, il y avait des règles de vie, des règles de respect des lieux et des gens. Ce modèle de société idéale unique au monde a survécu près d'un siècle. Aujourd'hui, le Familistère se visite. Une partie des appartements est toujours occupée par des locataires. Et malgré les années, l'esprit du lieu a survécu. Moi, je suis la 5e génération du côté de ma mère et de mon père. Et jusqu'en 1968, ma famille des deux côtés, on était familistériens. L'utopie de Jean-Baptiste Godin repose sur un principe simple. Offrir à tous ses employés le même confort que les classes sociales les plus aisées. Près de 2500 personnes logent alors autour de ces vastes cours intérieures qui rappellent une place de village. Dans ce pavillon, il y avait les fêtes aussi. Donc c'était non seulement un lieu d'échange, mais aussi le lieu de festivité. Les 500 logements bénéficient d'un confort et surtout d'une salubrité exceptionnelle pour l'époque. Luminosité des appartements, circulation de l'air et même accès à l'eau potable sont autant de signes d'une qualité de vie jusqu'alors inaccessible aux classes populaires. Ce n'est pas un matelas en dessous, c'est une couche de son de 11 kilos. Et donc ainsi, quand le bébé faisait pipi, il suffisait d'enlever le son mouillé, souillé, et de remettre du sec. Et ainsi, l'enfant était toujours bien couché. Alors, c'est pour montrer que jusque dans les moindres détails, M. Godin va chercher partout à améliorer l'hygiène et le confort des gens.
Mais c'est dans un autre bâtiment que se mesure pleinement l'amélioration de la qualité de vie des familistériens de l'époque. Je vous emmène au bâtiment d'hygiène, c'est-à-dire l'endroit où on a tous les services qui utilisent beaucoup d'eau, notamment le lavage du linge. Tout ça, c'était alimenté en eau chaude grâce à l'eau de récupération de l'usine. Et avec la pente, ça arrivait, on lavait, on rinçait à l'eau chaude et les eaux souillées partaient dans l'Oise. Moi, je suis venue encore avec ma mère. Et quand on rentrait ici, il y avait cette odeur de linge, de savon, voilà, qui nous prenait comme ça. Et j'en ai encore le souvenir, quoi. Les habitants ont aussi accès à leur propre magasin coopératif, ainsi qu'à un théâtre, une école, une bibliothèque et une crèche. Ils bénéficient même d'un système de protection sociale. C'est une ville dans la ville, effectivement, puisqu'on trouve tout sur place. D'ailleurs, les gens de la ville, on peut dire qu'ils étaient un peu jaloux, puisque en représailles, ils nous appelaient les gens du tas de briques. Il y a 10 millions de briques ici, mais bon, c'est un beau tas de briques quand même. L'aventure de ce familistère se termine à la fin des années 60. C'est ici que prend fin notre excursion ferroviaire entre la Picardie et la Normandie. À bord du petit train du Vermandois, du train régional de la Côte-Fleurie ou des rames pittoresques de la baie de Somme. Une autre façon de découvrir la France en associant le plaisir de l'évasion, les charmes de la nostalgie et la certitude de repartir la tête pleine de merveilleux souvenirs.